Excellente soirée. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au 19-20. Au sommaire de l'édition régionale, ce soir, le point sur les travaux des gorges de l'Arly en Savoie. Le coût du chantier va s'élever à 15 millions d'euros. Un chantier au long cours qui devrait s'achever juste avant la prochaine saison d'hiver. Le quatrième et dernier volet de notre série sur le bidonville de l'avenue Esmonier de Grenoble. Ce soir, nous verrons le désarroi des habitants du quartier, à la fois choqués par la misère de ses occupants et l'insécurité qui règne autour de ce camp. Et puis nous décollerons pour la Haute-Savoie au bord du Léman où se dresse une immense volière. Elle est spécialement conçue pour la réintroduction d'une espèce d'aigle disparue depuis longtemps dans nos contrées, le pigargue à queue blanche, plus communément appelé l'aigle pêcheur. Carole Gessler prendra le relais à 19h30 pour l'édition nationale avec 2 grands titres, 4 morts, bilan encore provisoire au lendemain de l'éboulement meurtrier sur le GR20 près d'Ascaux en Corse. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver une autre personne toujours portée disparue. Et puis le mea culpa de Manuel Valls sur la forme mais pas sur le fond. Le Premier ministre reconnaît une erreur de communication mais pas de faute concernant son voyage aller-retour à Berlin. Le Premier ministre va prendre en charge le coût du trajet de ses 2 enfants. 15 millions d'euros, je vous le disais dans les titres, c'est bien au-dessus du budget annoncé au départ. Le chantier des gorges de l'Arly avance à petits pas mais sûrement. Les centaines de milliers de tonnes de rochers qui ont décroché en mai dernier serviront à la reconstruction de la route au même endroit. L'Arly retrouvera également son lit initial. Renaud Gardette, Frédéric Pasquette. Le chantier est énorme. 400 mètres de route ont été emportés. La chaussée sera reconstruite au même endroit, mais elle sera surélevée de 4 mètres par rapport à son niveau initial. Une chaussée en hauteur pour se prémunir d'une nouvelle crue. Pour se protéger de ces événements qui seront probablement amenés à se répéter compte tenu des 2 grands glissements qu'il y a à l'amont, eh bien on surélève la route pour éviter que la route se fasse submerger. Le 1er mai dernier, 2 éboulements ont charrié 200 000 mètres cubes de roches, un phénomène qui se reproduit tous les 100 ans environ. Ce jour-là, la rivière est montée de 10 mètres. Toute cette zone dite du Moulin Ravier est donc en train d'être mise à sec. Cette énorme cuvette servira à l'avenir de zone de stockage pour bloquer de nouveaux éboulements qui surviendront forcément à l'avenir. Dans l'objectif de reconstruction de la route, il y a effectivement la partie routière, reconstituer le corps de chaussée le plus rapidement possible, mais il y a aussi toute une partie gestion hydraulique de la rivière. Et dans cette gestion hydraulique de la rivière, on met tout en œuvre pour conserver cette zone de stockage de matériaux à Moulin-Ravier. La réouverture de la route des gorges de l'Arly est prévue entre octobre et novembre. En visite aujourd'hui, le président du département de la Savoie, Hervé Guémard, a fait le tour du chantier durant 1 heure environ. Il a rencontré les élus du coin et les différents opérateurs sur ce chantier au long cours, je vous le disais, qu'il espère voir s'achever, comme vous l'avez entendu, entre octobre et novembre. Les précisions, on l'écoute. Il peut toujours y avoir des aléas, mais ce que nous savons aujourd'hui, c'est que les travaux que nous ferons en 2015 sur la route départementale permettront de l'ouvrir définitivement, c'est-à-dire qu'elle ne devra plus être fermée pour d'autres travaux. Donc 2015, ce sont les travaux sur la route pour la rétablir, et nous voulons la rétablir avant la saison d'hiver, c'est l'objectif que nous nous fixons. Et puis en 2016, nous ferons des travaux dans le lit de l'Arly, notamment pour traiter la question des seuils. Social avec la 2e mobilisation des professeurs contre la réforme du collège à l'appel de l'intersyndicale. Ils étaient 11,8% à se mobiliser aujourd'hui dans les collèges de l'Académie de Grenoble. Ils demandent le retrait du texte avec en ligne de mire notamment les EPI, les fameux enseignements pratiques interdisciplinaires et la disparition des classes bilingues. Marion Feutry et Johan Etienne. Latiniste et fière de l'être. Pour la 2e fois, cette professeure descend dans la rue pour défendre les cours de latin. Proposer du latin ensuite dans un EPI interdisciplinaire à raison d'1 heure par semestre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais une petite activité d'1 heure par semaine avec ma collègue d'art plastique, avec mon collègue de SVT. Je fais du saupoudrage. Ensuite, les élèves arrêtent. Donc c'est ça ça veut dire faire du latin. J'ai fait un semestre de latin sur mes 3 années de collège.
Toujours les mêmes arguments contre les enseignements interdisciplinaires, l'aide personnalisée ou la disparition des classes bilingues. Les manifestants ont le sentiment de ne pas être entendus par la ministre de l'Éducation nationale. Sa décision de publier les décrets au lendemain d'une journée de grève et de mobilisation importante dans l'éducation nationale. Je rappelle quand même que le 19 mai, il y avait plus d'un enseignant sur deux de collège qui était en grève au niveau national. Nous, on l'interprète comme une volonté de ne pas entendre les revendications qui sont légitimes des personnels enseignants. Face à la mobilisation, l'Académie veut défendre les objectifs de la réforme. Ces différentes enquêtes nationales et internationales montrent que l'écart se creuse finalement entre les élèves des milieux favorisés et les élèves des milieux défavorisés au regard de la réussite scolaire. Donc une école qui se veut républicaine ne peut pas se satisfaire de ça. Donc il faut vraiment réformer le collège. Dans l'Académie aujourd'hui, 12% de professeurs de collège grévistes pour seulement une centaine dans la rue. Et pour des dizaines de milliers de lycéens, c'est l'heure du baccalauréat. Ils peuvent, vous savez, se perfectionner grâce à des ateliers de soutien avec la possibilité de bachoter seul ou en groupe, à chacun sa méthode. Exemple, le lycée Champollion de Grenoble où Cédric Le Poitvin et Vincent Arbron se sont rendus ce matin. Pour certains lycéens, les épreuves du baccalauréat ont déjà débuté. Dans quelques heures seulement, Amanda passera les oraux de langue portugaise. Seule, elle a choisi la méthode douce pour réviser. Ça permet de s'évader un petit peu du cadre de l'école et penser être plus libre dans son esprit. Recharger un peu les batteries. Oui, avec le soleil, c'est bien. Il y en a d'autres qui ont choisi une méthode nettement plus scolaire. N. C'est 1200, oui. Voilà. Et P, tu le connais pas, tu le cherches. Donc je fais la formule. Donc tu fais la formule de l'intervalle de confiance. Dans cette classe de terminale scientifique, on n'en a toujours pas fini avec les mathématiques. La professeure, Madame Malcor, propose des cours de soutien aux volontaires qui douteraient encore un peu de leur capacité. Le but de leur donner ces exercices qui sont tombés récemment, c'est d'espérer être dans l'esprit de ce qui va tomber vraiment au bac. Bon, après, ces élèves sont quand même bien entraînés puisque les mathématiques auront un coefficient 9 pour eux. Et durant l'année scolaire, ils ont quand même 9 heures de maths par semaine. Donc, ils sont bien entraînés. Ce qui ne les a pas empêchés de venir à 8 heures pétantes ce matin. Le travail de groupe est certes plus motivant. C'est tout de suite mieux pour travailler parce que chez soi, on n'a pas forcément envie de le faire. Et ici, dès qu'on a une question, on peut la poser. Puis même entre nous, on peut s'entraider juste pour des petites questions, quoi. Puis parfois, ça fait baisser un peu la pression quand on est tout seul sur un bureau à plancher sur le truc, en se demandant comment les autres font, alors que les autres, ils sont comme nous, ils galèrent aussi. Mathématiques, langues, sciences économiques et sociales, les révisions se poursuivent jusqu'à la dernière minute. Début des épreuves écrites le 17 juin prochain. Jusqu'à demain, Annecy accueille un congrès sur la chirurgie de l'épaule. C'est l'un des plus importants au monde. 1 millier de chirurgiens et de spécialistes vont échanger sur les techniques de pointe avec une particularité, les opérations réelles sont retransmises en direct. Émilie Rousseau, Didier Albrand. Le geste est précis et la technique compliquée. Une arthroscopie de l'épaule, inventée à Annecy, le genre d'opération à laquelle il est difficile d'assister, mais aujourd'hui, elle est retransmise et commentée en direct. 750 chirurgiens venus du monde entier, car le congrès est unique en son genre. Pendant 3 jours, ils vont assister à une trentaine d'opérations réalisées à quelques centaines de mètres de là, dans une clinique privée et exécutées par les plus grands spécialistes. La tendance de l'orthopédie en Europe et dans le monde, c'est l'hyperspécialisation. Cette rencontre, qui fait désormais référence, c'est une bonne occasion pour comparer les techniques et apprendre. En Chine, il y a beaucoup de gens qui souffrent de pathologies de l'épaule. Je suis donc venu pour étudier et échanger. Un challenge technique et scientifique, car toutes les opérations sont retransmises en direct.
L'intérêt, c'est de montrer toutes les nouvelles techniques, de montrer toutes les innovations. Vous savez, quand on écrit un livre, il faut 2 ans pour qu'il se publie, il faut 2 ans pour le travailler, et quand il sort, en fait, il a déjà 6 ans de retard. Quand on est en transmission, en direct, on est vraiment à jour et c'est les techniques les plus à la pointe possible. Montrer les techniques à la pointe et surtout les vendre. À la sortie de la conférence, les plus grosses sociétés spécialisées ont leur stand. Prothèses, implants, matériel chirurgical. On en profite donc pour échanger des cartes de visite et signer des contrats. Comme toutes les sociétés, nous aimons être dans les endroits à la pointe, dans les endroits où l'on peut rencontrer nos clients. Ici, tout le monde est réuni, les scientifiques, les participants, les chirurgiens et les patients. Et les patients, opérés pendant le congrès, viennent eux aussi du monde entier, car toutes les pathologies sont passées en revue, même les plus rares. De nos jours, la communication sur Internet est devenue incontournable pour les entreprises. On appelle cela la stratégie digitale. Implantée à Grenoble, une petite entreprise baptisée La Haute Société s'est spécialisée dans cette nouvelle communication. Reportage de Grégory Lespinasse et Didier Albrand. Ni costume, ni cravate, mais ils jouent parfois au baby-foot et travaillent dans la communication pour de grandes entreprises. Leur terrain de jeu se situe sur la toile. Ce sont des spécialistes de la stratégie digitale. On parle beaucoup en ce moment de transformation digitale des entreprises. La stratégie digitale, c'est la capacité à inclure le digital au sein des organisations des entreprises. Les entreprises sont souvent organisées de telle manière elles travaillent par silos, elles sont assez cloisonnées. Le digital, en fait, va toucher tous les services d'une entreprise. Et nous, notre vision externe des choses, c'est d'avoir une vision transversale. Des entreprises connues de la région, Roche, Petzel, Arémont, Poma, ont fait appel à eux. Plus récemment, c'est SFR, le numéro 2 des télécommunications, qui leur a confié la mission de repenser l'ensemble de leur site. On a été vraiment à la conception du site dans sa globalité, toute la boutique en ligne, la redéfinition un petit peu des parcours d'achat, etc., etc. Tout le design, c'est également sorti de chez nous. Chef de projet, web designer, développeur, une équipe de 25 salariés et pour chaque client, des compétences spécifiques réunies autour d'un même projet. Pour nous, la technique est un outil, pas une fin en soi, et on met en musique en fait des idées. Donc en fait, pour nous, l'idée doit prévaloir et la technique va suivre. On arrive à générer vraiment des histoires cohérentes parce qu'on prend le sujet depuis le début et on l'amène jusqu'à sa mise en ligne. Donc vraiment, on a une vision d'ensemble qui nous confère justement cette valeur ajoutée. Dans l'ADN de cette petite structure, l'efficacité et le sur-mesure. Et prouver qu'en terre dauphinoise aussi, avec un tantinet de savoir-faire, on peut se démarquer. Notre devise, c'est qu'on n'a pas de solution. On provoque un petit peu en disant ça. On n'a pas de solution parce que les solutions, on doit les travailler ensemble. Et c'est ce positionnement qui nous a permis d'émerger un petit peu au sein de la concurrence. Il y a beaucoup d'agences digitales. Une démarche qui aura su convaincre et faire ses preuves. Aujourd'hui, la Haute Société fête ses 10 ans d'existence. 4e et dernier volet de notre série sur le bidonville de l'avenue Esmonier, dans l'agglomération de Grenoble. Depuis son apparition, les habitants du quartier dénoncent autant les dégradations qu'ils subissent que les conditions de vie de leurs voisins du campement, tout en regrettant de ne pas être entendus. Cédric Picot, Dominique Semet. C'est l'un des sujets sensibles du secteur esmonin. Les poubelles du quartier renversées, fouillées par des habitants du camp en quête de nourriture. Un véritable problème pour le chef de rayon de ce supermarché. Chaque jour, il doit passer 1 heure pour ramasser les détritus devant son commerce, tout en essuyant les plaintes de la clientèle et du voisinage. Je ne sais pas quoi faire en fait. À la violence, non. Gentiment, je parle, ça ne marche pas aussi. Alors, on a fait des démarches, tout ça, mais aucune nouvelle, j'ai pas de nouvelles. J'attends toujours. Un syndicat, la mairie, on a fait le nécessaire et j'ai toujours pas de nouvelles et j'attends. Un sentiment d'abandon partagé par les commerçants et les habitants du secteur. Depuis 1 an et demi, le bidonville esmonin n'a cessé de grossir et pour le voisinage, les nuisances ont suivi. Les enfants qui traversent sans cesse cette avenue très fréquentée, les fumées en hiver, la mendicité pressante et parfois agressive au feu rouge et à l'arrêt de bus, et depuis quelque temps des mouvements suspects aux abords du campement.
On n'a pas vraiment de preuves de ce trafic, mais on voit disons ce qui se passe, on voit des voitures, on voit des gens qui viennent, qui passent régulièrement devant le campement avec des grosses voitures. Bon, on va taire les marques, mais c'est vraiment signe que c'est des gens qui ne sont pas du campement. Symbole d'un quartier qui se dégrade, les anciens bâtiments Alibert, désossés par des bâtisseurs de cabanes en quête de matériaux. Depuis des mois, les riverains appellent les pouvoirs publics à l'aide. Mairie, préfecture, ministre de l'Intérieur et Premier ministre, personne ne leur a apporté de solution. En tant que contribuable grenoblois, on est aussi des gens qui avons des droits. Sur ce dossier, on a été très peu entendu depuis le début. Aujourd'hui, on aimerait participer à part entière aux discussions, à la résolution du problème et vraiment sortir par le haut de ce problème. Les riverains refusent toute stigmatisation, ils comprennent la détresse des habitants du bidonville, mais ils estiment aujourd'hui que la charge est trop lourde pour le seul quartier esmonin. Si vraiment il y a une volonté de la ville pour intégrer ces gens-là, il faut que ça soit fait au niveau de la ville et pas seulement au niveau d'un quartier. 400 personnes dans un quartier comme le nôtre, c'est énorme, c'est énorme. Nous, c'est impossible qu'ils soient intégrés de manière correcte de cette façon-là. Échaudés, les riverains ont accueilli avec scepticisme l'annonce du démantèlement du bidonville. L'opération devrait avoir lieu dans les semaines qui viennent, mais dans le quartier, on s'interroge. Ici, tout le monde se demande ce que vont devenir les 400 habitants du campement. C'était aujourd'hui la 6e édition d'Innosport au domaine de la Brunerie à Voiron en Isère. Un rendez-vous important pour les fabricants d'accessoires et les chercheurs dans le domaine du sport. L'occasion également d'échanger autour de la pratique du sport toujours plus connectée grâce aux nouvelles technologies. Nathalie Rapuc, Maxime Kemener. Une paire de semelles va pouvoir rendre vos chaussures connectées. Un ballon de rugby pour s'entraîner seul, des skis à roulettes de vitesse en carbone plus résistants, un masque de ski à écran déporté pour éviter la buée. Ici, beaucoup d'innovations et d'améliorations sont présentées. La grande tendance, ce sont surtout les accessoires de sport connectés, comme ces semelles réglables directement de son smartphone. Donc voilà, j'ai référencé la paire de semelles. Et puis là, je vais pouvoir aller dans la fonction chauffe que je mets en route. Et je vais choisir 42 degrés, 43 degrés pour le pied gauche, 45 pour le pied droit. Et voilà, la semelle va se mettre à chauffer. Le salon Innosport, c'est aussi l'occasion de débattre autour de thématiques comme le lien social par le sport et le partage sur les réseaux sociaux. Un bon moyen pour les marques de se faire connaître, mais certains sportifs rappellent qu'il faut faire attention aux dérives que provoque la connexion permanente. Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains, qu'il faut pas oublier de se regrouper, on a besoin de ce côté rencontre. Le sport, ça sert aussi à ça, rencontrer des gens, mais de façon réelle, pas virtuelle. Les entreprises françaises ont été récompensées pour leurs travaux de recherche et d'innovation. La qualité du Made in France est mise à l'honneur. On arrive aujourd'hui à faire la preuve que fabriquer en France, c'est possible. Alors, comme ça a été dit, il faut retravailler les process, évidemment. Il faut des process moins consommateurs de main-d'œuvre, des process plus intelligents, des process qui font qu'on peut produire en France de façon performante. Des prix ont été remis à 2 micro-entreprises locales. Un bon coup de projecteur sur l'activité économique de l'ensemble de la région grenobloise. Un Savoyard sur la plus haute marche du Critérium du Dauphiné. Aujourd'hui, Romain Bardet de l'équipe AG2R La Mondiale a remporté la 5e étape après une échappée en solitaire qui s'est terminée par une descente parfaitement maîtrisée. Et au bout, la ligne d'arrivée à Pralou dans les Alpes de Haute-Provence. Fatigué mais très heureux de cette victoire. On l'écoute. Il y avait un petit peu de vent de face sur le haut, des pourcentages pas très importants. J'étais vraiment, dernier kilomètre me parut interminable et voilà, je pensais surtout seulement à la victoire d'étape. Je disais un petit peu à toute l'équipe que je me sentais pas forcément très bien les premiers jours. Voilà, j'arrive à gagner la plus belle victoire de ma carrière aujourd'hui, comme quoi le vélo, voilà, c'est quand même ma course de reprise ici, donc j'espère progresser un peu d'ici le tour. Voilà, c'est quand même une bonne surprise pour moi de gagner aujourd'hui. Le Tour de France qui repassera par là le 22 juillet. Les coureurs repartiront à l'assaut des 161 km entre Digne-les-Bains et Pralou. C'était donc pour les deux villes et pour les coureurs un repérage capital en vue de la Grande Boucle. Reportage de Véronique Bouvier et Léo Santofanti au départ de la course ce matin. La ville de Digne est envahie par les coureurs, leurs cars, mais aussi le public avide de spectacles. Ce Critérium du Dauphiné est un avant-goût du Tour de France le 22 juillet. L'étape est la même au centimètre près.
Depuis des mois, les équipes techniques de la ville sont mobilisées. C'est une répétition, bon, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus léger comme dispositif que le Tour de France. Mais déjà, ça nous a permis de tester un peu nos équipes au niveau de la sécurité, au niveau de l'organisation, au niveau de tout ce qui est affichage, tout ce qui est publicité. Donc je pense que ça, déjà, c'est un bon point. Preuve également de l'intérêt de cette journée pour les organisateurs du Tour de France, la présence de son directeur qui va scruter attentivement l'étape, convaincu que c'est un atout pour les coureurs. Ceux qui vont reconnaître aujourd'hui l'étape, qui sont sur le Dauphiné et la faire en condition course, seront un atout incontestable par rapport à ceux qui n'auront pas fait cette reconnaissance-là en condition course. J'en suis convaincu, surtout avec la descente du col d'Alos. La montée bien sûr, mais la descente qui est extrêmement technique, avec de très très nombreux virages, etc., où on est toujours en prise, où il n'y a pas de possibilité de récupérer. Et ensuite la montée vers Pralou, ce sera un vrai atout en juillet pour ceux qui vont faire l'étape aujourd'hui, sans aucun doute. Cette journée est également particulière pour Bernard Thévenet, qui avait gagné en 1975 l'arrivée du Tour à Pralou. Je vais revivre cette descente du col d'Alos, qui est une des descentes, je pense, les plus terribles que j'ai faites de ma carrière. Et c'est sûr qu'il y aura beaucoup d'émotions, c'est certain. Journée de repérage donc pour tous. Pour cette étape qui se déroule en intégralité dans les Alpes de Haute-Provence, il ne reste plus qu'à souhaiter que le 22 juillet, il fasse aussi beau qu'aujourd'hui. Et je vous invite à faire un tour sur notre site alpes.france3.fr pour y découvrir un article complet sur l'amende que devra payer le FCG, le club de rugby grenoblois, à cause de la prestation d'un Superman en super slip lors du match contre Toulouse le 16 mai dernier. Ça va super coûter 4 600 € au club. Direction le Léman maintenant, du côté de Sciez, où un fauconnier a réalisé une volière unique en Europe pour réintroduire le pigargue à queue blanche, autrement appelé l'aigle pêcheur. Le Haut-Savoyard, spécialiste des rapaces en tout genre, s'est déjà fait connaître grâce à des images aériennes impressionnantes. Johan Etienne, Dominique Sommet. Fixer une caméra embarquée sur le dos d'un aigle et le faire voler à 830 mètres d'altitude au-dessus de Dubaï. Voilà le pari fou réussi en mars dernier par Jacques-Olivier Travers. Ce fauconnier Haut-Savoyard et sa fondation multiplient les actions pour alerter sur le sort des pigargues à queue blanche, une espèce en voie de disparition. C'est ici, près du lac Léman, qu'il a conçu avec ses équipes une nouvelle technique de réintroduction. Là, nous sommes sur la dernière étape en fait, de mon processus d'apprentissage. La première étape consiste à leur apprendre à voler. Pour cela, j'utilise le parapente, le ski, les balades en montagne, plein de choses. Une fois qu'ils savent voler, on leur apprend à pêcher là, sur des lacs, sur des rivières. Et ensuite, on a besoin, nous, avant de les remettre dans la nature, d'être sûr que le couple fonctionne bien. Donc, ils vont élever. Donc, on a fait dans cette volière des nids où ils peuvent se reproduire et élever leurs jeunes comme s'ils étaient dans la nature, en prélevant donc, ces poissons dans la nature. Et c'est la dernière étape pour nous avant la réintroduction. Unique en Europe, cette volière va permettre à ce couple d'aigles pêcheurs de s'habituer à vivre et à pêcher comme en milieu naturel. Cette espèce a été chassée et a disparu de nos ciels depuis 1959. Aujourd'hui, les pigargues à queue blanche vivent seulement en captivité. L'objectif de la fondation est à terme de les libérer. Avec des moyens qui ne sont pas énormes, mais avec beaucoup de passion, on arrive à faire bouger des choses, on arrive à, disons, reconstruire ce qu'on a détruit, puisque ces espèces d'aigles, elles ont été détruites par notre faute, elles ont été chassées, exterminées par notre faute. Et c'est un beau message de pouvoir dire que voilà, si on a la volonté, qu'on arrive à remettre les choses dans l'ordre. À travers son engagement et la popularité de ses vidéos, Jacques-Olivier n'a qu'un seul et unique objectif, faire aimer les rapaces au grand public pour mieux leur rendre la liberté. On va être de plus en plus confronté à la vie sauvage. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Elle va nous créer des avantages parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de voir un aigle dans la nature. Mais elle va aussi nous créer des inconvénients parce qu'on sait que les aigles, ils vont des fois s'attaquer à du gibier, des fois s'attaquer à des poules, voire même à des animaux autres domestiques. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ça. Et je crois qu'une partie de mon travail, c'est d'expliquer aux gens que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir et qu'il faut apprendre à prendre un petit peu de recul pour laisser une place à cette faune sauvage dont on a besoin autour de nous, quoi. D'ici 2 à 3 ans, ces aigles pêcheurs seront prêts à quitter la captivité pour retrouver le ciel en toute indépendance. Le succès de cette expérience pourrait révolutionner le programme de réintroduction des aigles pour les 50 prochaines années. Et c'est parti pour le Grenoble Street Art Festival, un nouvel événement artistique tendance underground, graphes, fresques, expositions, collages, sculptures urbaines. Durant 10 jours, le centre-ville va baigner dans l'univers très créatif des artistes de rue. Grégory Lespinasse, Dominique Sommet.
Le graffiti ou quand les murs prennent la parole, des artistes qui s'amusent, colorient et jouent avec l'architecture urbaine. Un phénomène pas si nouveau mais une forme d'art un peu ignorée. Quelques passionnés ont lancé à Grenoble le Street Art Fest, premier festival en Europe à présenter ce mouvement, encore parfois stigmatisé. Il y a 10 ans, graffiti et tag, c'était un seul truc qui était dégradant. Aujourd'hui, on a vraiment, les gens font graffiti, c'est de l'art, ou ça peut être de l'art, et le tag, c'est une dégradation. Voilà, donc le public s'éduque aussi énormément. Le street art, c'est quelque chose qui est relativement à la mode, les médias en parlent souvent, donc les gens le voient aussi d'une manière assez récurrente, donc forcément l'œil s'éduque. Et en matière de graffiti, Mr. Wani sait de quoi il parle. Je suis Mr. Wani, je viens d'Italie. J'ai commencé à peindre dans les années 90, j'avais 12 ans. Je suis venu à Grenoble réaliser mon œuvre la plus monumentale. Figure du graffiti italien, le Milanais maîtrise un sens de la couleur, un style figuratif empreint de culture hip-hop, le tout avec un message poétique. Son but, attirer l'œil du passant. Si tu nettoies toute la ville, alors la ville devient triste. C'est mieux avec des dessins, des signatures, de petites œuvres d'art. Parce que je pense que toutes ces petites choses rendent ta vie meilleure. Liberté et droit d'expression revendiqués, sur les murs fleurissent les multiples créations et la rue devient un lieu d'échange. Un festival qui dure jusqu'au 21 juin, dans la rue et ailleurs. Je vous rappelle enfin cette information, le chantier des gorges de l'Arly avance. Il devrait s'achever entre octobre et novembre 2015. Coût de l'opération 15 millions d'euros. On est bien au-delà du budget.